Bon les gars, il va falloir parler de Backlash. Backlash 2026 en direct de Tampa Bay en Floride, 15 000 personnes dans les gradins, et le show qui s'ouvre avec les pyros comme d'habitude. Et là déjà je vois un gros point négatif. Le stage les gars. J'ai l'impression de regarder un épisode de SmackDown comme tous les vendredis. Perso je trouve que d'avoir le même stage qu'en weekly, ça tue directement l'effet d'importance du PLE. Puis merde quoi, Backlash à l'époque c'est une DA monstrueuse pour faire des stages. Je rappelle tous évidemment du stage de Backlash 2001 et aussi 2002, avec les fameux éléments du décor qui bougeaient pendant les entrées. Ou aussi le Backlash 2009 avec John Cena qui se fait chokeslam par Big Show à l'intérieur d'une lampe. Là on se retrouve avec un écran minuscule qui enlève 90% de la magie qu'on pouvait avoir devant un pay-per-view des années 2000 par exemple. D'ailleurs j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais cette espèce de minimalisme qu'a la WWE depuis quelques années, c'est un énorme problème. En fait à part le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et les Survivor Series et encore, on a l'impression que les choses sont là pour passer le temps et que rien de vraiment important peut s'y produire. Et honnêtement ça réduit la qualité globale du produit. Perso je trouve que le in-ring est beaucoup moins bon depuis qu'il n'y a plus de live event. On se retrouve avec des programmes des fois entre le Royal Rumble, l'Elimination Chamber et après WrestleMania où t'as des 8 semaines sans promo. Je trouve pas ça normal le fait que les combattants du main event ne soient quasiment jamais dans les main events des weekly par exemple. On a des rivalités qui se construisent avec un segment de 10 minutes à chaque fois où les deux plus grandes stars de la compagnie ne touchent même pas l'un l'autre et c'est juste ils font des blagues sur ah ouais toi t'es vieux. Quel intérêt? Et c'est d'ailleurs pour ça que des rivalités sans trop d'histoire, ni même des rivalités qu'on pouvait pas attendre, mais qui du coup ont beaucoup joué sur la physicalité, comme par exemple Gunther contre Rollins, ou encore l'excellentissime Obafemi contre Brock Lesnar, et bah ça a fonctionné sans trop de build-up. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était le cas aussi pour le main event de Backlash, la rivalité entre Roman Reigns et Jacob Fatu. Bon certes, il y a le côté familial à côté, mais pour le coup c'est une feud qu'on nous a jeté comme ça, sans trop nous prévenir, et on a dit bon bah, let's go. Mais ça c'est pour le main event, premier combat de la soirée, Seth freaking Rollins contre Bron Breakker. Première entrée de la soirée, Rollins qui arrive tout d'honneur vêtu. J'aime beaucoup la DA full black depuis qu'il est revenu. On n'est plus dans le délire coloré et tout, etc. du visionnaire. Ça donne un côté beaucoup plus sérieux. J'aime beaucoup. Il y a juste un petit bémol. Je suis un peu déçu qu'il ait pas retrouvé son ancien thème d'entrée de Second Coming qui était, pour moi, meilleur dans cette DA. Bron Breakker fait aussi son entrée accompagné, comme d'habitude, de l'oracle Paul Heyman. Et on va assister à un match d'un peu plus de 20 minutes dans lequel on a vu un cruel manque d'alchimie entre les deux lutteurs. Honnêtement, sur le papier, le match, il est bon. Le storytelling, c'est que Breakker, dominant de par sa fraîcheur et sa jeunesse, ainsi que ses aptitudes physiques hors du commun, comme on n'arrête pas de nous le répéter à chaque fois. De l'autre côté, on a un Rollins qui essaye de s'en sortir avec l'expérience, lui qui est plutôt sur la pente descendante en termes de carrière avec son âge, il a quand même 40 balais le bonhomme. Et au final, évidemment, Rollins le face tombe dans le panneau des chiffres, parce que y a Paul Heyman sur le côté ringside, et qui a forcément dans le coin de la tête de Rollins une potentielle intervention de Logan Paul et Austin Theory, les autres bombes de The Vision. Dans le ring, ça a eu ses moments. Un bon match, mais il y a quand même quelques trucs où il faut revenir dessus. Les gars, Bron Breakker. Oh mon Bron Breakker. Est-ce qu'on en aurait pas trop fait avec toi dès ton arrivée au main roster? Je suis désolé les gars, mais il faut le dire. C'était honnêtement celui pour lequel j'avais le plus la vision parmi les 3 plus gros call-ups des 12 derniers mois, donc Trick Williams, Obafemi et évidemment Bron Breakker. Mais les gars, c'est pas ça. Beaucoup trop d'intensité dans son in-ring, et ça lui porte énormément préjudice, on l'a vu à plusieurs occasions. Son énorme botch à Survivor Series qui aurait pu le rendre tétraplégique évidemment. J'ai toujours des frissons quand je vois l'image. C'est la compliqué. Malheureusement, je comprends que c'est la façon dont le personnage est présenté qui le rend comme ça. Quand aux commentaires on entend tout le temps parler de ses capacités physiques, de son 37 km/h de vitesse de pointe, à un moment t'es enfermé dans ton personnage quoi. Donc pour lui c'est forcément plus difficile d'en sortir. Heureusement pour lui, il était dans le ring avec l'un des meilleurs lutteurs in-ring de l'histoire moderne, Seth freaking Rollins, et qui pour le coup lui pourrait avoir un 5-star classique avec un bâton ou j'en sais rien, un balai. Genre. Eh ben non en fait, mon petit Rollins il m'a envoyé des petits botches. D'ailleurs c'est très très fun parce qu'il a botch les 2 spots qui sont du coup en référence à Will Ospreay. Notamment j'ai une vision d'horreur sur le Frankensteiner. De base, le move était censé faire que il retombe sur ses pieds. Il a raté, son genou s'est plié. J'ai eu des flashbacks du Vietnam de fin 2015 là quand il se blesse contre Kane en live event. J'ai eu des sueurs froides. Et pour le coup je trouve ça quand même assez fou qu'il tente encore de faire des folies comme ça alors qu'il a les 2 genoux en vrac. Par contre, grand respect à Bron Breakker, cela dit, qui a très bien réagi. Juste après le premier botch, il a directement fait un standing moonsault comme ça, dans le plus grand des calmes et des respects. Le match suit son cours et on monte clairement en puissance. On a des très belles séquences de contre, le combo superplex plus Falcon Arrow, mais là c'est contré. Eh oui, Bron Breakker qui envoie un Falcon Arrow, ça c'était pas dans mon bingo. Et forcément, on a l'intervention des 2 tocards, The Vision, Logan Paul et Austin Theory. Sauf que Rollins il est prêt, il a sa chaise dans la main. Et la chaise pour Rollins c'est un peu comme le sledgehammer de Triple H, ou la batte de Sting. Alors il envoie des coups de chaise sur Logan Paul, sur Austin Theory, mais malheureusement ça a laissé le temps à Bron Breakker de récupérer, de placer son spear et de faire le tomber. 1, 2, kick out de Rollins. Heyman sous le choc, Breakker subjugué, la foule en délire. Bravo. Donc là Breakker il se dit bon on va devoir envoyer un super spear comme d'hab. Donc il prend de l'élan,
il arme, et là, il se fait contrer par un pedigree qui nous rappelle évidemment votre nostalgie, ce fameux match de Money in the Bank 2016 entre Roman Reigns et Seth Rollins, où justement le contre du spear avec un pedigree. Rollins va grimper sur la deuxième corde pour armer un super stomp et être sûr de gagner le match, mais c'est contré en plein vol par un spear de breaker, puis il enchaîne avec un second spear. Ouais, parce qu'en 2026 à la WWE, les finishers ça sert plus à finir. Maintenant on est obligé d'en placer 3 d'affilée pour pouvoir gagner un match. S'il y en a un, c'est impossible que le match soit terminé, parce que d'ailleurs on peut remercier Cody Rhodes pour ça. Hein. Breaker effectue le tombé, 1, 2, 3, victoire de Braun Breaker. Solide match, 3,5 étoiles pour moi. C'est sympa, mais j'en veux pas jusqu'à SummerSlam. Et en parlant de trucs que j'aimerais pas revoir, Sami Zayn, le match suivant prévu en un tombé et pour le titre des États-Unis. Bon, Trick Williams vs Sami Zayn, sur le papier, c'est une bonne première rivalité en tant que nouveau champion. Ça lui permet de bosser avec un worker vétéran qui est très solide, qui est très bon dans le ring, et de pouvoir se faire la main pour des rivalités plus longues et aussi des matchs en 1 contre 1, parce qu'on le rappelle, depuis l'arrivée de Trick Williams dans le main roster, donc début janvier, c'est le Fatal 4-Way à Saturday Night's Main Event, c'est le Royal Rumble et l'Elimination Chamber. Donc en termes de match 1 contre 1, c'est compliqué. L'histoire, elle a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux avec des gens pas content de voir l'histoire des funérailles du pain d'épices en main event de SmackDown. Perso, je peux pas le comprendre. Je suis un fan de comedy wrestling et on en reparlera plus tard dans la vidéo. Mais forcément, quand on regarde le paysage et ce qu'il fallait promouvoir dans le Go Home Show de Backlash, c'était compliqué quoi. On avait 4 matchs qui étaient du côté de Raw. Cody et le titre universel, ils sont pas sur la carte. Et Jacob Fatu, il fait des allers-retours entre Raw et SmackDown pour qu'on n'ait pas rien à raconter sur SmackDown quoi. Donc malheureusement, on pouvait pas s'attendre à autre chose. Sami Zayn fait son entrée sous des huées pas possibles. J'ai carrément cru qu'ils allaient lui jeter des tomates. Je crois que c'est d'ailleurs une des premières fois où Sami Zayn, personne chante sa chanson. Pour moi, il est en grosse perte de vitesse depuis WrestleMania 39, et notamment la fin de son histoire avec la Bloodline. Pour moi, le seul moyen de le rendre intéressant, malheureusement, c'est quand il fait son RP Underdog, où ça y est, c'est un verre de terre dans le ring, et puis il commence à bouger un peu, il met un Helluva Kick et il gagne, genre, comme on a pu le voir contre Gunther à WrestleMania 40, ou bien dans une rivalité avec Kevin Owens, que j'ai d'ailleurs trouvé excellentissime dans son rôle de heel entre fin 2024 et début 2025 et sa malheureuse blessure. J'ai extrêmement hâte de son retour. Il me manque terriblement et je pense que la pop quand il va revenir va être légendaire. C'est le genre de catcheur où sur le moment on se dit pas parce qu'on le voit toutes les semaines. Mais plus on avance, plus on se rend compte de à quel point le mec est grotesque. Mais pour en revenir à Sami Zayn, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait du mal à se réinventer sur son personnage d'underdog. À la longue, le storytelling du mec qui va jamais le faire pour devenir surhumain et gagner un titre, c'est fatigant. Donc du coup, on se sent obligé du côté de WWE de devoir faire un heel turn parce que la foule est naturellement derrière Trick Williams. Et encore plus depuis l'épisode où Zayn prend la ceinture des hanches de Carmelo Hayes pour aucune raison. Trick Williams, pendant ce temps, fait son entrée avec son gars Liliotti, aura farming au maximum. Moi, je suis dans le train, les gars, je suis même pilote du train, le train Trick Williams. C'est merveilleux. La foule en délire, des whoop that trick en l'air. Une présentation de main eventer, c'est certain. Mais le souci, c'est le boulot in-ring. Et c'est plutôt dommage, étant donné que Trick a quand même tout ce qu'il faut pour devenir le visage de la WWE pour les 15 prochaines années. Malheureusement, son moveset, il est un peu maigre. Les timings sont pas très bons, le selling, pareil, c'est pas incroyable. Pourtant, c'est pas trop mal camouflé par Zayn, hein. Pour le coup, j'ai trouvé super bon dans son rôle de heel dans le ring, notamment le spot où il fake la blessure pour pouvoir tenter un maxi roll-up du seigneur, avant d'utiliser le kendo stick de Liliotti sans succès, kick out de Trick Williams. 13 minutes de catch très moyen, un peu la même chose qu'à WrestleMania, supplément overbooking et tricherie en boucle, avec l'intervention de Liliotti et du kendo stick, alors que Sami Zayn prépare son Helluva Kick. Trick shot, tombé, 1, 2, 3, Trick Williams, toujours champion des États-Unis. 2 étoiles, on va pas se forcer. Tout à l'heure, on parlait de comedy wrestling et du fait que moi j'en avais besoin dans ma vie. C'est quelque chose de sérieux pour moi. Et bien ça tombe bien puisque c'est l'heure du tag team match entre Kit Wilson et The Miz qui affronteront Danhausen et le partenaire mystère. On a eu le droit à un super package vidéo que personnellement j'ai adoré, qui remonte du coup l'histoire entre The Miz et Danhausen et tout simplement l'enfer que vit le Miz depuis qu'il a été maudit par Danhausen. Kit Wilson fait son entrée, petit pop bien sympa pour Kit, ça fait plaisir. Le Miz fait son entrée à son tour, puis on a Danhausen qui arrive avec sa Mobilehausen et il a une machine à cloner. Puisque oui, on avait vu des noms de folie pour le personnage mystère. Ça allait de CM Punk à Shane McMahon en Big 2026. On avait aussi des pistes comme Mr. Iguana. Et on a finalement eu le droit à un retour d'anthologie puisqu'il s'agit de El Torito qui est déguisé en Minihausen. Comment ne pas se souvenir de cette légende et de son immense 5-star classique contre Hornswoggle à TLC. C'est d'ailleurs lui qui va bosser la majorité du match. Voilà, comme c'était l'effet de surprise et que bon, Danhausen c'est pas un excellent worker non plus, il valait mieux assurer. Pour le coup, je l'ai trouvé très bon et il joue sur le fait du coup de son anisme pour faire du coup 2-3 spots sympas, se faire casser la gueule et attendre le hot tag de Danhausen. Et à un moment, Kit Wilson il arrive et il se dit, et si j'allais foutre Minihausen dans la machine à cloner? Grossière erreur, il y a 45 Minihausen qui sortent, comme à WrestleMania, et du coup, Kit Wilson, il se fait casser la gueule. Kit Wilson est allongé dans le coin, et Minihausen décide de le maudire. Sauf que, pendant son entrée, Kit Wilson avait un miroir, et il a utilisé ce miroir pour reverse la curse de
Minhausen du coup, qui lui devient maudit. Le Miz revient par derrière, Skull Crushing Finale, le tombé, 1, 2, et c'est Danhausen qui vient casser le tombé et reprend directement l'avantage sur le Miz, l'envoie à l'extérieur, puis se fait contrer par le Miz qui sort un extincteur. Sauf que là, Danhausen, il est pas con. Il le maudit, l'extincteur ne marche pas. Et en vérifiant, il en fout partout, sur Kit Wilson et sur lui. Retour dans le ring, pump kick, tombé, 1, 2 et 3. 12 minutes de divertissement pur et dur pour nous faire une entracte bien sympathique avant les 2 combats les plus importants de la soirée. Et la suite, elle arrive tout de suite avec un combat qui va être chargé émotionnellement. Io Sky contre Asuka. On parle quand même de 2 femmes qui luttent ensemble depuis 2009. C'est clairement un match qui aurait dû finir sur la carte de WrestleMania et aussi avec Kairi Sane en ringside. D'ailleurs, ils ont pas attendu, t'aimes pas, hein. Les chants en We Want Kairi, ça a été instantané. Respect. In-ring, c'est du très très bon. L'élève et la maîtresse qui combattent avec une grosse intensité pendant près de 20 minutes. Avec Io Sky qui essaye de prendre Asuka de vitesse, mais qui à chaque fois se fait contrer du coup par les soumissions. Les 2 lutteuses donnent absolument tout ce qu'elles ont et le combat continue à l'extérieur du ring. Et sur la table des commentateurs, on a Asuka qui essaye de cracher son poison, mais Io Sky va se saisir du bloc-notes de Wade Barrett pour contrer le move. La prise de vue quand Io elle pose le bloc-notes et qu'elle est là en mode haha, je t'ai bien eu, elle est phénoménale. La génie du ciel envoie ensuite un crossbody de la table des commentateurs, puis elle enchaîne avec un magnifique Asai Moonsault avant de retourner dans le ring. Et à partir de là, on va échanger les moves signatures. Hein. Tentative de over the Moonsault qui est contrée par un Asuka Lock, la prise est brisée, les 2 catcheuses sont à bout de souffle, et c'est finalement Io Sky qui prend le dessus, et conclut par un enchaînement German Suplex, Bullet Train Attack et Over the Moonsault pour réussir le tombé et battre Asuka. Une fois le match terminé, séquence émotion, puisque Asuka se relève en pleurs et enlace Io Sky. C'est là qu'on comprend que c'est potentiellement la fin pour l'une des plus grandes catcheuses de l'histoire. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas beaucoup d'infos, à part qu'elle serait apparemment en semi-retraite. Donc on attend de voir pour la suite, c'est pour ça que je t'invite pas à t'abonner hein, pour voir les prochaines vidéos. Résumé du match, 18 minutes de plaisir entre l'une des plus grandes de l'histoire et la meilleure catcheuse au monde actuellement. On en redemande 4,5 étoiles. Du coup avec toutes ces émotions, j'en oublie presque que l'homme invisible doit annoncer un truc qui va révolutionner le catch. Donc là on s'attend encore à une pub de merde parce que c'est What We Do, machin, etc. Et qu'on entre dans une nouvelle ère, enfin vous connaissez la chanson. Eh ben non, l'ancien il nous lâche qu'il va créer le John Cena Classic. Un événement annuel où des superstars de NXT vont affronter des superstars du main roster, et le public à la fin de la soirée élit le MVP de la soirée qui sera du coup champion John Cena Classic. On est clairement sur la même longueur d'onde que le projet du Saturday Night Main Event pour son dernier match, où du coup des superstars de NXT affrontaient des superstars du main roster. D'ailleurs il a même listé les superstars qui avaient participé à sa dernière date, et notamment un certain Oba Femi. Et là, à la seconde où le nom a été prononcé, tout le public est parti en feu, il est over de malade mental, et je suis terrifié à l'idée de ce que va faire WWE avec son booking, mais pas le temps pour être inquiet puisque c'est l'heure du main event, prévu en un tombé pour le titre de champion du monde poids lourd. Une guerre familiale qui a démarré au lendemain de WrestleMania, et qui pour le coup m'a bien hypé, pas de superflu. Fatou arrive et dit « Moi je veux tout ce que t'as, je veux plus d'argent, plus de voitures, plus de montres, mettre mes enfants dans des meilleures écoles. » Il a harcelé Reigns pour avoir son match, il lui a cassé la gueule tous les lundis, ça sentait bon dès le départ. Fatou fait son entrée, tonton Roman est chez lui, il vient de prendre le titre, on sait évidemment qu'il va pas le perdre moins d'un mois après l'avoir pris, mais la question qu'on se pose c'est victoire clean ou rivalité qui va durer. Et on aura la réponse dans un combat d'un peu moins de 18 minutes, que je trouve un peu court pour le main event d'un PLE, et aussi assez court pour un match de Roman Reigns qui a tendance à prendre son temps dans le ring et à raconter une vraie histoire. Dans le ring ça fonctionne, hein. J'adore Jacob Fatou, je trouve que c'est un excellent worker, il est capable de tout faire malgré un gabarit qui est quand même plutôt imposant, et je trouve qu'il apporte toujours beaucoup d'intensité, ce qui est très agréable. On part sur un match plutôt équilibré, où chacun a eu ses occasions pour briller. Jacob Fatou a pris l'avantage en utilisant le Tongan Death Grip, il a même fait passer Roman Reigns à travers la table des commentateurs avec un sacré powerbomb, mais ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est qu'ils ont construit Fatou comme un vrai challenger crédible. Globalement, le storytelling du match, c'était Roman Reigns qui fait son job habituel, avec lequel ça fonctionne depuis des années contre 99% des adversaires, sauf que là le Jacob, il va se montrer plus résilient que la normale. Et du coup, le chef tribal va se faire surprendre à de nombreuses reprises. En fait, Jacob Fatou, il est tellement résilient que Roman Reigns est obligé de tricher pour conserver son titre. Alors qu'un mois avant, il le gagne totalement clean contre CM Punk. CM Punk est quand même construit très très fort à ce moment-là. Et c'est pas rien cette décision d'utiliser le coin exposé du ring pour affaiblir Fatou et terminer le combat avec un spear, puisqu'après le match, Jacob Fatou va totalement péter les plombs et fracasser Roman Reigns avant que la sécu tente d'intervenir, en vain comme souvent. Ce qui veut dire qu'on va sûrement avoir un beau programme jusqu'au prochain PLE, puisque généralement, quand un perdant est debout à la fin d'un show avec la ceinture dans les mains, c'est qu'il va y avoir revanche, n'est-ce pas Randy Orton? Résumé du match, 18 minutes, c'était vraiment bien, 4 étoiles. Bon moi c'était Backlash 2026, la foule était sympa, les combats étaient cool, le show était pour moi à la hauteur d'un PLE secondaire, et surtout ça remet les pendules à l'heure par rapport au flop de WrestleMania. Allez mon grand, je te laisse t'abonner à ma chaîne, mettre un petit like, un petit commentaire pour me soutenir, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise.